Cette bourse Jean Guérin, nous l'avons créée en 2019. C'est une bourse d'aide à l'écriture, à une écriture théâtrale qui procède d'un axe important de nos politiques culturelles, à savoir l'accompagnement de l'émergence d'artistes qui sont très nombreux dans notre ville. Et on est parti d'un constat qu'à la jeunesse de toute œuvre et d'ailleurs de toute politique culturelle sont les auteurs et les autrices. Et ce sont des métiers particulièrement peu visibles et parmi les plus précaires des métiers des arts et de la culture. Cette bourse est accompagnée d'une dotation de 2 000 euros qui permet aux lauréats notamment de s'inscrire plus facilement dans des résidences d'auteurs où on demande souvent aux auteurs et aux autrices de venir avec un petit peu d'argent, voilà, puisque souvent ce sont des résidences qui sont non rétribuées. Et puis elle permet également à la lauréate ou au lauréat de bénéficier d'un accompagnement du théâtre Berthelot Jean Guérin et souvent aussi de nos partenaires, en particulier la bibliothèque d'Esnos et le théâtre public de Montreuil. Cette année, la bourse a été attribuée à l'unanimité du jury à Diane Chavelet, qui est une autrice montreuilloise, fondatrice avec le dramaturge guinéen Akimba de la compagnie Paupières Mobiles pour son projet 12. Donc son projet d'écriture s'appelle 12. Il s'agit d'une œuvre en devenir, donc la bourse étant attribuée pour aider l'auteur ou l'autrice à développer son projet. Et alors ce qui est ce qui nous surprend, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais chaque année, c'est que des sujets ressortent très fortement de façon assez massive. On a eu évidemment l'environnement, toujours le genre, les problèmes de domination et puis les violences conjugales. On a toujours par année des thématiques qui sont très prégnantes comme ça et qui sont traitées de façon très différente, de la comédie à la tragédie. Voilà. Alors, partant de cette délibération et considérant les autres délibérations qui sont dédiées à la culture dans ce conseil municipal un peu plus loin dans l'ordre du jour, je souhaite dire quelques mots sur la situation actuelle des politiques publiques culturelles dans nos collectivités et dans notre pays. Et je crois d'abord qu'il faut rappeler qu'en France, le financement de ces politiques est porté à 70% par les collectivités territoriales et que parmi ces 70%, les 2/3 sont portés par les communes et les communautés d'agglomération. Et pourtant, la culture ne relève pas d'une compétence obligatoire des communes et des communautés d'agglomération. Elle relève donc ces politiques publiques de la culture au niveau local exclusivement de la volonté politique des exécutifs et donc constitue de fait, et vous le disiez monsieur le maire, notamment à travers Est Ensemble, qui développe de fortes politiques culturelles également, issues d'ailleurs de nos villes, elle constitue donc un marqueur très fort en termes de choix de société. Depuis plusieurs années maintenant, à coup de coupes budgétaires massives, les gouvernements successifs contraignent nos collectivités, nos communes, à se recentrer uniquement sur leurs compétences obligatoires dont la culture ne fait pas partie. Dans nos collectivités, à Montreuil, à Est Ensemble, on tient, vaille que vaille, contre les vents contraires. Mais je pense que c'est important de le rappeler que si nous continuons à mener des politiques culturelles, c'est par un effort et une volonté collective massive. Alors pourquoi financer ces politiques culturelles puisque ce n'est pas de notre compétence? Je crois d'abord que c'est être convaincu que la culture, pour plagier Malraux, est ce qui fait de l'être humain autre chose qu'un accident de l'univers. C'est être convaincu que chaque être humain a une culture, qu'il existe des cultures différentes, qu'aucune n'est supérieure à une autre, et que la plus grande richesse et finalement le plus grand bonheur, c'est la rencontre, l'échange, le partage entre les cultures et les arts. Et puis c'est aussi un vecteur de paix. C'est être convaincu qu'une société libre, éclairée et progressiste ne peut se construire sans une culture libre des entraves du marché et des morales particulières, dogmatiques et partisanes, et libre des logiques délétères de domination et d'assignation. Financer des politiques culturelles, c'est aussi mettre en œuvre des dispositifs de médiation et d'action culturelle, d'éducation populaire qui permettent un accès à toutes et à tous les arts et à toutes les cultures pour tout le monde dès le plus jeune âge et en mettant l'accent bien évidemment et les efforts sur les populations les plus en difficulté. Et je crois que ça c'est particulièrement important à souligner car c'est un travail de médiation est quotidien.
C'est un travail d'extrême proximité, c'est un travail de dentelle qui est essentiel mais très très peu visible. Et il est mené majoritairement par de jeunes femmes très diplômées et très formées, mais souvent très mal payées. Au regard de leur diplôme, elles pourraient en effet prétendre à des salaires beaucoup plus conséquents dans d'autres branches, dans le privé. Ce sont donc des militantes et des militants des arts et de la culture qui font mentir les procès en individualisme que l'on intente beaucoup trop souvent à la jeunesse. Et je crois, j'avais vraiment envie de souligner ce travail et de leur dire merci. Vous ne les connaissez pas parce que c'est un vrai travail de l'ombre, mais elles sont vraiment et ils sont des piliers très très importants de nos politiques culturelles. Et puis, c'est permettre à toutes et à tous de pratiquer un art à travers les très nombreux établissements publics ou associatifs de la ville, et là encore, à tous les âges de la vie. Financer des politiques culturelles, c'est aussi avoir conscience que ces politiques n'existeraient pas sans la création et sans les artistes. C'est enfoncer des portes ouvertes, mais surtout pendant les temps qui courent, je trouve que c'est assez important. Et qu'il faut donc accompagner la création et permettre aux artistes de créer de façon totalement libre et de rencontrer des publics. Et cette conscience-là nous oblige, à l'heure où la censure en termes de création, de programmation et de diffusion revient au galop, qu'elle soit du fait de politiques ou de mouvements citoyens, et quand bien même où la création artistique, la programmation et la diffusion sont protégées par la loi. Parce qu'on a une loi depuis 2016 qui protège, dont l'article 1er d'ailleurs, dit que qu'en France, la création est libre. On assiste actuellement à des annulations de spectacles, d'expositions, des demandes de déprogrammation de films, des manifestations devant des établissements culturels, des intimidations, des menaces parfois violentes. Les dérives sont pléthores et elles induisent de plus en plus d'autocensure chez les artistes, et ça c'est extrêmement grave à mon sens. Parce que pour certains artistes, se dire aborder tel sujet, c'est aller au casse-pipe, on ne sera pas programmé. Et puis de la censure préventive pour les acteurs de la culture, les programmateurs. Je ne vais pas programmer tel spectacle parce que ça pourrait choquer telle partie du public, ça va être trop clivant. Bref, on est en train de se priver d'une partie de la création extrêmement importante et d'une partie de la création qui peut faire bouger les lignes. Dès lors, dans ce contexte, que devient l'échange, la rencontre, la confrontation des idées, la nécessité d'être dérangé pour évoluer, développer un esprit critique, la capacité d'oser penser contre soi-même, ce qui reste pour moi quelque chose d'assez fondamental. Bref, tous ces éléments qui sont les lignes de force de l'art, qui forgent un citoyen, une citoyenne et fondent une société éclairée, démocratique et progressiste. Car, à mon sens, c'est bien de démocratie qu'il est question quand on empêche la découverte d'une œuvre et le débat qu'elle peut susciter. Il y a eu récemment un rapport sénatorial qui pointait les dérives actuelles dans la société française autour de la création artistique et de la censure. Aujourd'hui même, le ministère de la Culture a annoncé mettre en œuvre plusieurs mesures pour protéger la liberté de création, de diffusion et de programmation. Bon, dans le contexte, voilà, c'est une bonne idée. On verra ce qu'il en est de cette mise en œuvre. C'est aussi de la démocratie et d'une autre forme de censure des arts et de la culture dans leur ensemble qu'il est question, quand pour répondre à la forfaiture de l'État qui fait les poches des collectivités, certaines de ces collectivités dynamitent purement et simplement le budget qui était alloué à leur politique culturelle. Elles prennent donc prétexte de ce qu'est en train de faire le gouvernement pour supprimer jusqu'à plus de 70% des crédits qu'elles allouaient à la culture. Après la région Rhône-Alpes, c'est au tour de la région des Pays de la Loire de faire la peau aux politiques culturelles en prenant prétexte, je le disais, donc de participer au redressement des finances de l'État. C'est d'autant plus, en termes de démocratie, évidemment, c'est quelque chose de terrifiant, mais alors en termes économiques, ça l'est tout autant, puisqu'on sait, et ça, ce sont des chiffres du ministère, que pour 1 euro investi, les retombées économiques sont de 6 euros dans le monde des arts et de la culture. Alors c'est bien un prétexte, car s'il s'agit pour la présidente de cette région de régler ses comptes avec les acteurs de la culture et de régler leurs comptes aux artistes, de façon décomplexée, en s'en vantant carrément. C'est une façon de renier totalement l'exception culturelle qui est une richesse de notre pays, qui est l'une des bases du socle républicain,
et qui accuse la culture d'être, alors je la cite, un monopole intouchable dépendant de l'argent public. Ce faisant, elle s'engouffre dans la brèche largement ouverte par les extrêmes droites européennes et états-uniennes, et qui avait d'ailleurs, il y a fort longtemps, été initiée en France par Jean-Marie Le Pen, qui évoquait, je cite, la dégénérescence de l'art, je cite encore le terrorisme intellectuel de la gauche, et voulait en finir avec les subventions, je cite encore, aux encultureurs. Voilà. Une brèche qui a été continuée par la municipalité de Fréjus, qui a fait apposer une plaque sur des ateliers laissés par des artistes que cette même municipalité avait contraint à quitter les lieux au bénéfice d'entreprises. Et la municipalité a donc fait appliquer sur ces ateliers une plaque qui disait « Ici avant un feignant, aujourd'hui un travailleur ». Au fil des désengagements de l'État ou des collectivités dans les politiques publiques de la culture, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Le marché et les opérateurs privés arrivent en courant dans les musées, les salles de spectacle, et avec des propositions, ou alors vers des propositions très patrimoniales. Hein. On revoit émerger le discours des classiques contre les contemporains, une supposée identité nationale contre les propositions, notamment du spectacle vivant et du cinéma, issus d'autres cultures ou mêlant d'autres cultures, et puis un débat entre l'événementiel pur contre le projet de médiation, d'action culturelle. D'ores et déjà, le syndicat des théâtres privés fait état de thématiques qui sont improgrammables dans le secteur privé. Donc là, c'est de l'autocensure pure et simple, puisque les artistes ne proposent plus ces thématiques dans les spectacles privés, puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas programmés. Et parmi, alors dans le top de ces thématiques improgrammables dans le privé, l'écologie et le genre. Voilà. Donc on voit à quel point tout ça nous entraîne vers une uniformisation de la pensée, une assignation à une approche unique du monde présent et à venir. On le voit encore, et j'insiste, c'est un problème démocratique majeur. Et si nous, collectivités, locales, ne pouvons plus participer de façon aussi majoritaire à ces politiques culturelles qui permettent à nos territoires de tenir debout, imaginez ce que peut devenir notre pays. Donc, si les mots émancipation, liberté, création, imagination, beauté, démocratie ont encore un sens pour nous, ce que je crois, je vous invite toutes et toutes à vous mobiliser et notamment à signer les pétitions qui sont en ligne actuellement, dont celle des acteurs des arts et de la culture de la région des Pays de la Loire, auxquels se sont joints des artistes et des acteurs de la culture et des publics de tous les autres territoires de notre beau pays. Alors, remettre un prix en soutien du travail naissant d'une autrice dramatique, c'est participer au souffle vital. La culture est spécifiquement l'intimité partagée de l'écriture. C'est raconter nos histoires, raviver les mémoires, ouvrir des horizons, faire réfléchir, faire imaginer et développer l'esprit critique. Si on arrête de faire tout ça, on peut continuer à vivre certainement, mais on vit comme des légumes et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Faire sens, partager la culture, partager la vie en commun, être dans la même salle pour vibrer d'une même émotion, partager des impressions après un spectacle, c'est favoriser aussi le vivre ensemble. Comme l'an dernier, je suis un peu étonné parce qu'en fait, c'est l'occasion, en ayant cette délibération avec débat, de mettre en valeur, a priori, justement, l'artiste et le projet qui obtient la bourse. Et en fait, on a parlé de plein de choses très intéressantes. Au passage, bon, l'extrême droite censure, mais c'est pas les seuls. Et si à l'occasion vous croisez les dirigeants vietnamiens, vous pourrez éventuellement parler censure aussi, parce que c'est pas le pays où l'art et la culture sont les plus libres. Or, je pense qu'il vient régulièrement ici. Donc ça pourrait être l'occasion de lui glisser un mot, Madame Lorca, sur les très bonnes choses que vous avez dit tout à l'heure. Mais pourquoi ne pas dire un mot du projet qui est assez
qui est un projet fort, en fait, de celui qui obtient la bourse, en fait, parce que c'est une autrice, mais un projet aussi, qui n'est pas encore mis en scène et qui est vraiment à l'état de projet, et qui est sur un sujet très dur, enfin, qui est sur les violences, violences très graves, sexuelles et sexistes, et que ça aurait été l'occasion de dire aussi comment ça peut être compliqué aussi de faire de l'art ou de faire du théâtre sur ces sujets-là, ce qui explique assez bien la note de présentation de l'artiste. Moi, j'ai la même question que l'an dernier, mais j'ai toujours pas compris. Pourquoi est-ce que un des critères de la bourse, c'est de ne pas avoir été publié? Alors, évidemment, le but, c'est pas d'aider quelqu'un qui est déjà très installé, voilà, mais dire il faut pas avoir été publié auparavant, c'est un peu étonnant parce qu'en fait, voilà, on peut avoir besoin d'être aidé sur un projet, avoir besoin d'être porté, voilà, mais on peut avoir aussi publié quand même, et c'est pas infamant, et ça veut pas forcément dire qu'on est déjà en haut de l'affiche. Donc, est-ce qu'il y a une raison précise, particulière sur ce critère particulier? Parce qu'il y a énormément de jeunes auteurs et de jeunes autrices qui n'ont jamais été publiés. D'abord, la publication au théâtre sur les écritures dramatiques, c'est pas pléthore, hein, donc on a une majorité d'autrices et d'auteurs qui n'ont jamais été publiés. Et encore une fois, je le rappelle, une bourse, c'est-à-dire un soutien d'une collectivité dans un projet artistique, c'est extrêmement important. Ça permet de déclencher d'autres aides de collectivités, d'associations. C'est extrêmement important. Il nous a paru logique dans le cadre du soutien notamment à l'émergence, puisque Montreuil est quand même un territoire d'émergence beaucoup plus que de diffusion, un territoire de création, où créent donc de très nombreux jeunes autrices et auteurs. Il nous a semblé important de pouvoir vraiment flécher vraiment ces autrices, ces auteurs de premières œuvres, et qui d'ailleurs ne sont pas tous forcément jeunes. Hein. Je mets aux voix contre, abstention, proposition adoptée. Je vous remercie. Délibération numéro 4 pour les subventions aux établissements du primaire pour l'année 24-25.